content de vous accueillir, de vous revoir enfin, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on est là pour la première expédition urbaine du cycle 2021, donc qui s'appelle La crise, point d'interrogation, vive la crise, point d'exclamation. Et ce sujet, on l'a découpé en 3 volets, un volet plutôt social, sur tout ce que la ville pour tous, la ville solidaire qui lutte contre les discrimination, etc. Et pour ce faire, on ira visiter le projet des 5 ponts et vous parler aussi d'un projet Igloo avec les architectes Loïc Debasse et puis Tétrarque pour les 5 ponts. Un volet plutôt urbain, où on sera plutôt sur l'urbanisme tactique, plutôt sur ce qui s'est fait vite avec l'urbanisme, avec même des potagers urbains, etc. Tout ce qui a pu se faire sur la fabrication de la ville à cause de la crise, ou grâce à la crise, parce qu'en fait on est plutôt dans du côté optimiste pour montrer que la crise est plutôt un accélérateur des choses qui étaient déjà en place et que ça va peut-être, on espère, accélérer certaines évolutions. Plutôt que sur le côté, le constat de les logements sont trop petits, il n'y a pas assez d'espace vert, etc. On s'est dit, bon bah ça voilà, on s'en est tous rendu compte au moment de la crise, maintenant essayons de voir à l'avenir qu'est-ce que ça peut peut-être changer pour l'évolution de la fabrication de la ville. Et notre troisième volet sur l'habitat, qu'est-ce que ça peut changer sur notre manière de fabriquer le logement, et donc en disant que peut-être il faudrait retrouver ce plaisir d'habiter ensemble, retrouver ou le trouver tout court, mais comment l'architecture peut favoriser les rencontres sans forcément les imposer, comment on peut recréer du lien ensemble, comment on peut essayer de vivre ensemble et non pas chacun dans sa petite cellule comme on a pu le subir pendant le confinement. Donc ce projet nous paraissait très intéressant dans ce cadre pour dire que c'est un projet un projet de coopérative d'habitants qui se sont mis ensemble pour vivre ensemble et pour retrouver des choses, de les mettre à chose des communs et mettre en valeur les compétences de chacun et que chacun s'entraide et qu'on retrouve une entraide, une solidarité. Et on va voir avec du coup l'architecte Hervé Potin de l'agence Guimet Potin qui est là, aussi comment l'architecte peut intervenir c'est pour nous ce qui est très philosophique, qui est un choix de dire on veut habiter ensemble et comment l'architecture rentre en lien avec ça. Donc on est avec Bruno Suner également, qui est habitant un peu à l'initiative entre autres un des initiateurs, des participants de la coopérative Habitants. Et il va nous raconter la genèse de ce projet, comment s'est monté le groupe, comment vous avez trouvé le terrain, comment vous avez choisi l'architecte, et puis on ira ensuite avec Hervé se balader, qui nous racontera lui le côté plutôt architecture du projet. Dans ce montage en coopérative, il y en a 4 en créé ou en création autour de Nantes. Donc il y a une vraie dynamique et on accompagne ça aussi par le biais des réseaux associatifs. C'est par ces réseaux-là qu'on s'est rencontrés, qu'on a constitué le projet. C'est pas un projet de potes. Alors, bien qu'il y ait au sein de ce projet-là un groupe qui on va dire, on appelle le canal historique, là, les plus anciens, les seniors, qui se connaissaient bien. Certains avaient partagé une maison depuis de nombreuses années. Mais on s'est rencontrés, le projet s'est constitué par des réseaux associatifs essentiellement. Donc tout ça pour déjà dire que c'est pas qu'un système affinitaire, hein, on se retrouve pas entre potes pour faire un projet. Donc c'est un modèle de regroupement pour faire. Alors autrement, c'est la coopérative d'habitants, c'est un gros sujet, je dirais juridique et financier. Mais je veux pas que ça accapare du tout. On est d'abord sur des questions architecturales et fabrication de la ville, quoi. Donc il y a deux associations, enfin surtout une qui a la démarche d'habitat groupé, on l'a appelé comme ça, Eco-Hameau, on appelait ça à un moment donné. Dans les années 70-80 en France, il y a eu l'habitat autogéré, et il y a des témoignages de ces projets dans la région. Et notamment, il y a une association qui a porté ça, le MAGA, le mouvement de l'habitat autogéré, qui s'est créé à Nantes, à l'initiative d'un enseignant de l'école d'architecture de Nantes, Charlie Arguilès. J'ai découvert ça, je ne savais pas. Et on a fêté les 40 ans à l'école d'architecture. Je suis également enseignant comme Hervé. Alors, je suis architecte aussi. Donc il y a un ancrage dans la région. Il y a aussi les castors à Rosé, si vous connaissez, le Corbu. Enfin voilà, le Corbu c'était une coopérative d'habitants. Donc il y a cette expérimentation d'habitat groupé, social. Il y en a plusieurs formes qui ont existé dans la société française. Et le mouvement de l'habitat autogéré, ça s'est un petit peu éteint dans les années 80 et ça renaît au milieu des années 2000 avec HEN, donc Habitat Énergie Naturelle à Nantes, en Loire-Atlantique, qui va voir ce qui se passait en Bretagne à l'époque et qui est à l'initiative de 3 projets qui ont abouti. Le Petit Moulin à Rosé, que vous aviez visité, à Bouvron, un éco-hameau à Bouvron, à Nord-sur-Erdre, le Pré-aux-Graines, d'autres qui n'ont pas abouti.
Et moi, j'ai rejoint l'association un peu après cette première vague. On finissait, ils emménageaient au Petit Moulin, on les avait aidés à finir les travaux. Et on avait envie, nous, de prolonger cette vague-là, qui, elle, était plutôt appuyée les années 70-80, si ça parle à certains, il y avait quand même pas mal de cheveux, de têtes blanches, là. C'était l'autogestion, et c'est bon, derrière ça, il y avait pas mal de militants du PSU, si ça parle encore à certains. Rocard fut un temps au PSU, voilà. Donc c'était l'idée de reprendre en main son destin d'habitant, de construire ses logements. L'écologie n'était pas forcément là, bien qu'il y ait on parlait beaucoup de bioclimatisme, tout ça. Là, c'est clair, ici aussi, avec HEN, c'était l'écologie, l'éco-construction qui a été moteur pour faire ensemble. Donc à Nord-sur-Erdre, il y a eu beaucoup d'entraide, de groupements d'achat pour avoir accès à des matériaux sains, naturels, renouvelables, plus accessibles, donc en se groupant, et puis en faisant ensemble, en s'entraidant, chantier, autoconstruction, ça permettait d'accéder à un habitat de qualité écologique. Là, on est un peu pas tout à fait dans cette démarche-là ici, parce que le gros a été fait en entreprise, mais il y a une partie en autofinition, donc on peut parler de ça, et la maison commune. Voilà. Donc c'est dans ces réseaux-là qu'on s'est rencontrés, et fort de l'expérience de la première vague milieu des années 2000, qui a abouti en 2008-2009, on a bénéficié de ces expériences-là, et puis on a prolongé ça avec le montage en coopérative ici, qui est une première, enfin on est la première coopérative d'habitants de l'Ouest, pour le moment. C'est plutôt reparti en Rhône-Alpes il y a quelques années de réinitier ce montage qui a existé, qui avait été abrogé par Chalandon dans les années 70, début des années 70. 71, même, je crois, 72, ouais. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, donc, il y avait eu au Corbu certains qui étaient opposés à ça. Voilà, donc on s'inscrit dans cette histoire-là, de reprendre en main, parce qu'ici on appelle ça de l'autopromotion, on n'a pas été accompagné par un bailleur social. Là c'est un notaire, on a repéré, on était sur plusieurs biens fonciers repérés, et celui-là, bon, il y avait une grande bâtisse avec des dépendances un peu autour, et surtout de la constructibilité, donc Hervé expliquera bien. On a une zone constructible, une zone non constructible, et on bénéficie aussi, les propriétaires de ce lieu-là, ils vivaient un peu en autarcie depuis des années, là. Il y a aussi des champs autour, donc on loue un champ à côté qu'on n'a pas pu acheter pour le moment, où on peut faire nos expérimentations si ça intéresse certains, là. Voilà. Plutôt potagère et permaculture, tout ça. Voilà pour l'histoire. Alors, souvent ces projets, on parle de raison d'être ou de charte, voilà, donc on s'est donné effectivement déjà d'emblée, HEN avait défini une sorte de charte, ils appelaient ça les 3 empreintes, environnementale, sociale et économique. Et c'est les 3 piliers de ces démarches-là. Souvent, l'économique, c'est en se groupant, on va retrouver des marges de manœuvre, voilà. L'environnement, c'est le souci de l'impact de notre empreinte environnementale, faire mieux. Je ne dis pas qu'on est... vous allez voir, il y a tout ici, hein, ça va jusqu'au plus décroissant, à des... Bon, on est en chemin, on fait au mieux, qui en est là. Il y a des voitures encore, mais il y a beaucoup de vélos, vous voyez. Bon, on essaye de... Donc notre bilan carbone pourrait être modulé en fonction des... Donc il y a cette ambition aussi environnementale, et puis il y a le social, parce qu'il y a par exemple pas mal de retraités ici, des parents solos, enfin, donc la recrée du lien, des liens de voisinage, qu'on peut trouver aussi des fois en ville, mais des fois ça se passe pas très bien. Une copro, moi j'ai expérimenté, c'est pas forcément toujours... voilà, donc là on construit un voisinage affinitaire au sens où il y a des valeurs communes. La solidarité, c'est pas un vain mot ici, ça veut dire économiquement, la coopérative c'est très particulier, c'est qu'on n'est pas propriétaire de nos logements, on a des parts sociales dans une société, et ces parts sociales ne sont pas proportionnelles au logement dans lequel on loge. C'est-à-dire que dans une copro, il faut acheter son lot, il faut avoir son emprunt personnel. Ici, on a un prêt collectif, et après, on a mutualisé nos apports, qui faisait une soulte qui permettait de lancer le projet, et après, on s'est attribué les logements en fonction de nos besoins. Donc, après, il faut qu'il trouve un équilibre économique, bien sûr, mais on solidarise les apports. Donc on peut illustrer, parce que des grands mots c'est bien, mais après c'est comment on les met en œuvre et comment ça se traduit dans les faits, quoi. Voilà.
Donc oui, il y a sur le site, si vous voulez rentrer un peu dans l'histoire du projet et voilà son montage, il y a des éléments sur le site internet qui sont. Alors on l'a revisité parce que ça c'est au lancement du projet. Après, on habite ici depuis, pour certains, la moitié fin février, juste avant le confinement. On était dans les cartons, donc ça a été un peu chaud parce que les cuisines étaient en carton, encore. Donc on a campé un peu dans la maison commune. Après, on a profité, bah là, c'est un sujet, voilà, comme on a vécu le confinement ici, bah, on allait au potager, mettre en place le potager, on a eu cette soupape là, on va dire, puis aussi de partager des temps communs, voilà. Et après, le reste du groupe est arrivé à la rentrée pendant l'été, quoi. Donc on est là depuis quelques mois. Et là, on s'est dit, il faut revisiter. Maintenant, on est dans vraiment le vivre ensemble. Il faut trouver un second souffle. Il y a le souffle du projet, c'est un rythme très prenant. Hein. C'est des projets, il faut être vraiment engagé et disponible. Hein. Et après, là, on a encore un chantier. Là, vous verrez la maison commune. Là, il y a encore du boulot. D'ailleurs, si vous voulez participer à des chantiers, on pourra faire un petit. On laisserait vos adresses. Voilà. Comment ça se passe si quelqu'un doit partir d'ici? Eh bien, c'est arrivé, justement, plus tôt que prévu. Il y a un jeune Thibaut qui est devenu papa avec sa belle, et sa belle est au pèlerin et qu'elle venait juste d'acheter, qu'elle ne voulait pas venir ici. Donc là, ça nous a mis un peu aussi en question comment on va accueillir. Donc on vient d'accueillir une nouvelle famille là. Donc on a fait tout un processus de recrutement. Ouais. Comment se fait la sélection d'un nouveau justement? C'est terrible parce que ça nous met en situation de gestion des ressources humaines, recrutement. Donc c'est autant qu'est-ce qu'elle vient de chercher, qu'est-ce qu'on attend. Donc ça interroge chacun à sa vision de du candidat idéal. Mais bon, après c'est pas. Non, ce qu'on voulait garder, c'était l'équilibre générationnel. Parce qu'on a quand même pas mal d'anciens, on va dire. Là, on voulait garder des jeunes, un couple avec enfants. Quoi. Donc ça, c'était quand même un critère un peu discriminant. Après, l'idée des coopératives, c'est que ça puisse tourner et que on n'est pas nos logements, on les a. Et ça, bon, après, Hervé va en parler. Chacun a adapté le logement à ses besoins. C'est des logements sur mesure, mais en même temps qui sont assez flexible. Alors il y a par exemple là Thibaut, lui il s'était fait une espèce de grand mur mobile. Ça convient pas à ceux arrivants, donc on va recloisonner avec une porte plus classique. Bon, voilà. Voilà, c'était un solo avec son fils. Là, c'est un couple avec enfant, c'est un peu différent. Donc, bon, Monique, elle a un grand plateau libre, mais on a prévu qu'on puisse recloisonner, faire une chambre, parce que c'est 80 mètres carrés avec une chambre. C'est quand même généreux, donc on peut faire un T3. Quoi. Après, il y a des innovations sociales au sens du fonctionnement. Il y a un couple séparé, mais dont les enfants sont à l'étage, et les deux appartes communiquent avec les chambres d'enfants. Chacun ayant son appartement isolé. Voilà. Je ne sais pas si certains ont vu le film L'amour flou, avec Romane Boringer, c'est un peu ça le thème. Voilà. Donc, ça veut dire que comme on est à la manœuvre, c'est nous, les habitants, qui définissons les besoins. Après, il faut jouer avec les règles, parce que là, on a ouvert la porte après réception de chantier. Parce que normalement, il faudrait faire un SAPS coupe-feu, enfin tout un truc. Bon, on a mis une porte coupe-feu, une demi-heure, acoustique, mais bon, on peut la refermer s'il y a besoin. Quand il y a un travail à faire sur un des logements, vous y mettez tous? Ouais, alors il y a ceux qui sont plus valides et ceux moins valides. Donc il y a toujours il y en a qui ont fait le choix de se mettre un peu un pas de côté par rapport à la vie, on va dire professionnelle classique, et qui sont donc quasiment à temps plein ici, qui s'investissent beaucoup. Moi, je me suis plus investi pendant la phase chantier, conception, de par mes compétences, j'ai joué un peu ce rôle. Justement, ouais. Est-ce que vous pouvez, je sais pas qui, raconter les ateliers participatifs, comment
une fois que vous êtes installé, dire on va choisir un architecte, et à ce moment où il est choisi, comment vous avez... Comment on arrivait au choix? Alors, l'histoire, c'est, on avait des envies, voilà, un cahier des charges, en quelque part, d'ambition sur l'environnement, sur la qualité des matériaux, et donc ça a orienté vers certains architectes. Donc, j'ai participé, mais chacun a été libre de proposer. Donc, on avait une dizaine d'architectes pressentis. Et après, on en a retenu 3 qu'on a auditionnés, dont Hervé. Il y avait Loïc Debasse et Bélenfant, et puis un cabinet qui a fait pas mal de projets de ce type, Sollicité. Donc, c'était, voilà. Et donc, on a retenu Hervé dans ce processus à partir d'un programme qui avait été construit, un programme de besoins et une enveloppe budgétaire et voilà un cadrage quand même assez précis de ce qu'on attendait, quoi. Donc on avait défini, par exemple, on se pose toujours la question, là il va expliquer l'organisation, mais est-ce qu'on va tous vouloir le même logement, se battre pour... En fait, les choses, on avait dit, il y en avait, Annick, elle avait dit, c'est marrant, elle dit, je veux vue sur la mer. Donc elle dit, moi je veux être à l'étage et vue sur la mer. Donc elle est à l'étage, en terrasse et vue sur la mer, mais il faut se pencher un peu. D'autres qui avaient dit, moi ok, duplex, moi plein pied, voilà, et on avait précisé ça. Donc t'es parti de ça en fait au départ, t'avais appelé le Rubik's Cube, voilà. Non, mais la transition est bien, est bien trouvée. C'est vrai que donc l'audition date de fin décembre 2016, et c'est vrai que parmi les 3, nous on va dire, on était l'agence qui n'avait pas d'expérience en habitat participatif. Donc on a de l'expérience pas mal en logement collectif pour des bailleurs ou des promoteurs, et puis en équipement public, et c'est vrai que nous l'axe c'était plutôt un axe lié à l'environnement, donc on va dire un parti pris sur des matériaux biosourcés, sur des co-constructions, voilà, sur aussi une gestion liée à une expérience de l'habitat mais donc pas participative. Donc c'est là-dessus qu'on a plutôt porter notre réflexion, et puis l'attente en tout cas du groupe. En tout cas, je pense que la présélection se faisait aussi sur le fait qu'on ait eu pas mal de projets référencés dits écologiques. Donc une fois ce cahier des charges qui était assez précis, c'est vrai qu'il y avait un programme assez précis. Nous, l'oral se faisait pas sur esquisse, mais se faisait plutôt sur des intentions et une méthodologie. C'est vrai qu'il y a une première faisabilité qui avait été faite en amont par les habitants, qu'on a un peu questionné à partir de la maison donc existante qui est derrière nous, hein, qui est une ancienne annexe de la ferme du Drouillard, qui est un site lié à du maraîchage ici historiquement. Hein, c'est des terrains assez humides qui abritaient des grandes terres fermières et horticoles et de maraîchage. Et donc la maison existante ici qui devait être réhabilitée, donc qui est toujours en cours d'habilitation, comme vous pouvez le voir sur le pignon. Donc le principe du projet initialement, c'était d'implanter donc ce qu'on a appelé les maisonnées un peu voilà en tournesol ou en rayon autour de cette maison commune, et donc de décaler légèrement la première faisabilité qui avait été proposée, de manière à ce qu'on ait des logements tous traversant nord-sud ou est-ouest, et de réserver le stationnement vraiment à l'entrée du site, parce qu'en fait le PLU de Nantes Métro, pour ceux qui le connaissent, il est assez exigeant en nombre de places de parking. Là, il y a 12 logements. On doit au PLU, je ne sais même plus, une vingtaine de places. Moi, je crois que c'est 23-24. Et donc, l'idée initiale, c'est de se dire, bon, ici, on va avoir des places virtuelles qui seront peut-être au permis, mais elles sont là, voilà. Vous êtes ici sur un parking, voilà. Mais la dizaine de places, on va dire, réelles, prises en compte par les habitants, on va les mettre à l'entrée, côté nord, côté voisin, comme ça, on va dire, en termes d'intimité, on gêne personne, et ce qui permet de dégager plutôt du cheminement piéton et des intimités pour les maisonnées à partir du nord jusqu'au sud, autour de la maison. Donc ça a été la première idée, on va dire, d'implantation.
Et ensuite, comme ce qu'on a appelé le Rubik's Cube, il y avait effectivement dans les 12 familles, il y avait on va dire des variétés très larges d'habitants entre donc des familles solo, des retraités, des couples séparés mais avec enfants à l'étage, personnes handicapées, des souhaits d'habiter plutôt à l'étage lunaire ou des souhaits d'habiter au rez-de-chaussée, des souhaits d'être en duplex, ou des souhaits d'avoir une terrasse ou plutôt un jardin, ou éventuellement un jardin d'hiver. Donc là, il y a eu tout un jeu effectivement, on a donc été lauréat début janvier 2017 et puis on a enchaîné des réunions quasiment tous les 15 jours, 3 semaines en atelier. On est rentré assez vite dans le projet et c'est vrai qu'au mois de janvier-février, février, je crois, on s'est rendu compte de cette non-mixité dans notre répartition. D'ailleurs, c'était la maisonnée 2 où on a entre guillemets mis toutes les personnes âgées et donc on a repris la copie pour effectivement mélanger les générations. Donc là, il y a eu tout ce travail-là itératif avec les habitants à partir des plans. L'implantation elle a été arrêtée finalement assez vite, le principe de parking côté nord et puis ensuite de 3 maisonnées qui tournent autour de la maison centrale et on est rentré assez vite dans le détail des plans sur l'habitabilité en fonction des besoins de chacun. Et des répartitions possibles entre rez-de-chaussée, étage. Séjour plutôt, par exemple, pour cette maisonnée, plutôt ouest côté jardin, de l'autre côté plutôt sud, en imaginant que toutes les entrées finalement se fassent sur cette cour, soit donc au rez-de-chaussée par les portes que vous voyez sous les escaliers, donc soit en étage avec des accès individualisés par les escaliers. Donc une fois qu'on avait orienté ce plan en rayon autour de la maison, les accès se faisaient côté cour, donc ou rez-de-chaussée ou étage, pour avoir des jardins ou des terrasses, on va dire en périphérie ouest ou sud. Donc ça a déjà ensuite orienté les plans intérieurs des logements et de manière à créer des habitabilités on va dire intéressantes pour tous les logements qui sont donc tous traversants. Ont tous les pièces de vie avec des parties privatives, donc soit jardin d'hiver, soit jardin, soit terrasse. Et ensuite, dans le fil du projet, les ateliers ont été thématisés sur des questions évidemment d'éco-construction qui sont venues aussi assez vite. Alors parfois il y avait des ateliers avec multi-thèmes, parfois c'était plus spécifique. Le souhait était évidemment, vous l'avez compris, de faire un éco-hameau. Les références présentées étaient aussi sur ces principes-là et donc on a travaillé sur un projet tout bois. Mur à ossature, plancher, terrasse et puis partiellement bardage extérieur et escalier et puis isolation biosourcée. Donc dans le mur à ossature, on est en ouate de cellulose, en fibre de bois à l'extérieur et puis à l'intérieur dans les cloisons, on est sur un biofilm, donc il y a un mélange de lin et de chanvre qui est un produit vendéen, donc assez local on va dire sur les isolations en intérieur. On voulait essayer de pousser un petit peu la dimension, il y avait déjà les premiers ensembles de petits collectifs comme ça avec de la paille. On voulait aller dans cette direction-là avec des enduits terre assez importants. Et en fait, on n'a pas eu les réponses d'entreprises ils n'étaient pas encore mûrs pour ça. Donc on s'est rabattu sur quelque chose de plus traditionnel entre guillemets, tout en étant biosourcé 100%. La chance qu'on a eue, je pense, c'est d'avoir une entreprise qui donc, je suis plutôt charpentier à la base, mais qui a fait à la fois l'isolation, les menuiseries extérieures, intérieures, le cloisonnement. Atelier de l'ISAC, on va citer, qui a fait charpente, bardage, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, cloison, isolation, doublage et enduit en rez-de-chaussée et escalier extérieur. Donc c'est pas mal, c'est vrai que ça faisait une sorte de macro-lot maximisé. Ce que j'ai pas dit sur l'implantation, parce que j'ai peut-être passé rapidement sur le côté rayonnement par rapport à l'ancienne ferme, c'est qu'il y avait des contraintes assez fortes du PLU aussi, de la montagne, puisque ici on est en bande secondaire, donc il y a eu des difficultés ou des calculs en tout cas avec la mairie et les services pour s'assurer qu'on soit bien implanté, donc on est vraiment en limite de l'implantation constructible. Les gabarits sont limités aussi à 6,20 m.
Voilà, ce qui fait que quand on est en construction bois, ça limite aussi puisqu'on a des planchers assez épais. Et ce qui fait que voilà, on n'est pas forcément en toiture partout. On a joué sur soit de la terrasse, soit de la toiture pour rappeler l'existant. Et puis c'était un peu aussi des petites contraintes données par les services de la mairie pour qu'on puisse on va dire s'harmoniser avec le contexte environnant qui est un contexte pavillonnaire. Et comme il y avait aussi des enjeux de densité dans une parcelle qui finalement, on part d'un seul logement à la base et qui va accueillir 12 familles, il y avait, enfin là Bruno pourrait le raconter, mais des petites tensions initialement avec le voisinage qui ne voyait pas forcément d'un bon œil l'arrivée de 12 logements dits collectifs dans une seule parcelle. Donc c'est une servitude. Donc la propriétaire du chemin, en l'occurrence, qui inquiète, les allées et venues, enfin, voilà, il a fallu la rassurer. C'est une personne âgée. Maintenant, tout se passe très bien. Et c'est vrai que avec les services de Nantes Métropole, on a beaucoup travaillé sur le fait que le permis soit pas attaquable ou attaqué. Et donc voilà, le traitement en tout cas des matériaux fait aussi partie de cette aménité-là vis-à-vis du voisinage qu'on n'aurait pas forcément fait dans un projet plus classique ou en ZAC en tout cas. Mais voilà, ça a été en tout cas des négociations avec habitants, voisins, etc., mairie. Et donc effectivement, d'où le 6 mètres 20 à l'égout. On va dire les gabarits assez ciselés des maisonnées, puisqu'on est vraiment sur la limite, faut regarder le plan masse, mais on est sur la limite constructible maximum. Et puis après, le ciselage ou en tout cas le biseautage vient des cheminements possibles vers les jardins extérieurs et puis pour une gestion des intimités entre logements. Ce qui fait qu'on est sur des plans un peu biscornus mais qui a permis de générer des espaces intérieurs assez agréables en tout cas pour les habitants. Mais en tout cas, après à l'intérieur on est sur des trames plus classiques de constructibilité. Je vais peut-être prendre la maquette juste pour... Oui, on peut se mettre autour, mais c'est une maquette coupe justement de cette maisonnée-là, la maisonnée 3, où on voit justement, là on est côté cour, donc avec les accès privatifs, donc là un escalier pour le logement de Thibaut, donc qui vient de partir, les logements traversants en dessous, qui sont tous traversants. La fameuse cloison dont Bruno parlait, qui est une grande cloison coulissante pour une des chambres, qui va probablement être transformée, puisqu'on là on est sur un logement avec 2 chambres et puis une salle de bain au milieu. Les planchers bois, la charpente bois, puis il y a un jardin d'hiver, on fera le tour tout à l'heure côté sud pour cette maisonnée, jardin d'hiver qui est divisé en 3 pour chaque logement. On verra, alors je ne sais pas si on va rentrer, mais il y a aussi Bruno parlait, il y a eu des enduits terre qui ont été appliqués en intérieur par les habitants, donc en auto-finition. C'était aussi un souhait qui est leur propre finition sur le lot peinture au niveau des espaces intérieurs. Je vais la tourner peut-être dans l'autre sens pour les autres, mais voilà donc les jardins d'hiver côté sud, donc logement de Bruno, logement de Bertrand et puis ensuite logement de... Donc même des bruits d'étage en dessous, on n'entend rien. Alors l'acoustique du plancher bois est assez complexe et contrainte. On est sur un vrai projet, donc il y a aussi un bureau de contrôle, un SPS, etc. Donc c'est d'autopromotion, mais d'autopromotion très cadrée. Qui est pas, c'est pas de l'autopromotion entre guillemets farfelue. Donc on est au-delà des performances réglementaires. Après, il y a quand même la bruit d'impact dans les structures bois. Les basses fréquences passent. Même si le test est conforme, on entend le boum boum. On a fait un test parce que parmi les candidats qui venaient, il y avait une musicienne qui fait des percussions. Donc on a même fait des essais avant. On a fait jouer tout ça en superposition, on percevait, mais ça isole en bruit aérien, c'est-à-dire la voix, c'est très, très bien isolé. Le bruit d'impact, on a un petit cran en dessous, mais ça c'est on est bien quoi. Enfin, la réglementaire, on est dans les clous réglementaires. Alors ce qui fait que
D'un point de vue esthétique, le bémol, c'est que parfois on aime bien voir la charpente bois apparente en dessous. C'est vrai que là, pour le coup, elle est cachée par un plafond, puisqu'il y a quasiment 20-30 cm d'isolant, les solivages qui sont désolidarisés, un plancher qui est une chape sèche, donc c'est du fermacell avec de la fibre de bois, et ensuite il y a un sol souple dessus. Donc c'est vrai ça maximise les couches, ce qui fait que par rapport à nos fameux 6,20 m là, initialement on voulait entre guillemets, offrir des volumes un peu plus importants pour les logements. Là on est sur des hauteurs relativement standards, donc hormis quelques logements qui ont des doubles hauteurs à certains endroits. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce travail après avec les habitants, on va dire à la carte, pour l'aménagement de chaque logement. Là, alors là, justement, vous voyez même sur la maquette, on a fait la pente, donc petite, mais suffisante. Et donc il y a une récup. Alors c'est vrai qu'il y a le travail, il y a aussi le travail de l'eau. On n'en a pas parlé. Là, on peut enchaîner dessus. L'eau est récupérée. En tout cas, il y a une gestion de l'eau, non pas par de la tuyauterie, on va dire enterrée, mais plutôt par une gestion aérienne. Donc c'est tout le principe de moue qui est en pied de façade. Donc, dans lesquels les eaux de pluie des maisonnées se rejettent. Et c'est vrai que cette gestion de l'eau a permis d'avoir des accès au logement par des petites passerelles, justement, et donc ils gèrent aussi les séquences d'intimité entre du plus public au plus privé. Donc les petites passerelles, vous les voyez là, vous les voyez derrière nous, mais qui enjambent à chaque fois la moue de gestion de l'eau pluviale. Et on a travaillé là-dessus avec l'ALU Paysage, qu'il faut citer, puisqu'ils ont fait un gros boulot sur tous les espaces extérieurs, sur les traitements des cheminements, les pavés alvéolés que vous voyez derrière nous, enherbés ou pas, et puis donc ce travail sur de passerelles, et ensuite qui gère aussi les escaliers pour accéder aux étages. Dans la roulotte, là. Ah oui, Voilà. Et il a des parts du coup dans la coopérative. Donc on a intégré, l'idée c'était pas que ce soit un camping, voilà, mais qu'ils prennent part complètement dans le dispositif. Donc il est devenu ils sont devenus coopérateurs et intégrés dans la. Qui a le droit de prendre la faute. Voilà, voilà. Là, lui il fait à la faux, lui à l'ancienne. Ah oui. Donc lui, on va dire, est un peu notre vigie, notre avant-garde décroissante. Et moi, je trouvais intéressant, on a un logement de 100 mètres carrés que ma fille voit qu'on peut vivre aussi dans un espace plus restreint. C'était un peu ce qu'on s'était dit, on va avoir des logements plus petits, et puis parce qu'on a beaucoup de parties communes. Mais en fait, quand on fait la moyenne, on est un peu au-dessus de la moyenne nationale. On a 76 mètres carrés de surface moyenne de logement, alors que je crois que c'est 73 au niveau. Bon. Donc on a, par exemple, Monique, elle a 80 mètres carrés, elle vit seule. Bon, ça fait quand même un bel appart. Non, la roulotte, elle fait 15 mètres carrés. Ouais. Elle fait 4, elle fait 6 par de 20, et puis il y a 2 mezzanines. Voilà. Il y a eu un gros travail d'élagage, donc vous verrez, il y a du bois de chauffe, du broyat, on a fait des planches. Pour revaloriser. L'idée c'était 0 déchet, donc ça on a essayé de tenir. Donc les architectes et BET auraient géré ça, une entreprise vient, elle nettoie le terrain et on ne sait pas où le bois part, tout ça. Ici on l'a gardé, on l'a valorisé sur place, les pierres pareil, elles ont été entreposées, on va tout est réemployé. On a fait, comme on voulait de la paille, on allait faire des enduits terre assez épais. On n'a pas eu la paille, donc on était un peu frustrés, on va quand même faire des enduits minces sur des cloisons en finition, sur des placots. On met des enduits d'1 centimètre. Donc on a valorisé une partie de la terre de fondation pour faire ces enduits à la terre. Donner un aspect aussi, ça joue un rôle un peu de régulation hydrothermique, mais aussi pour l'aspect côté chaleureux. Donc la terre, elle est entreposée, on va la réagencer pour en faire des buttes, des fruitières. Comme le terrain est très humide, il faut exaucer un peu les fruitiers pour qu'ils n'aient pas les pieds dans l'eau, et on va vous verrez, il y a un gros tas de terre. Il y a la terre végétale qu'on réutilise pour faire des buttes de culture. Voilà. Et donc là, on a fait une économie aussi, mais ça pose la question, dès qu'il y a un chantier, la terre, c'est un déchet qu'il faut évacuer. Alors sur l'île de Nantes, vous avez dû voir, il y a des gros tas, là, ils essaient de gérer au maximum les stocks, les réemplois, mais c'est nouveau, ça. C'est-à-dire que, donc il y a un étang là. En fait, les anciens propriétaires géraient l'eau. Tous les champs sont drainés, la flotte arrive là et l'étang se remplit. Donc on a juste restauré le système. Il y a un système de trop-plein, après ça part dans les noues.
Parce qu'on est vraiment sur des zones assez humides. Ça, c'est une butte de culture qu'on avait fait. On a fait un stage permaculture et c'était un petit chantier pour s'initier. La première année, on a cultivé ici. Donc c'est un peu ombragé, mais les patates, ça va bien. Hein. Donc on va mettre des patates douces là-dedans bientôt. Là. Ouais. Donc ça, c'est une butte qu'on a créée en fait. Alors là, on est dans un verger. Et c'est là où on a travaillé la terre pour nos enduits. Vous voyez la terre, en fait, là, on verra le tas là-bas. Ça prend, là, c'est de la terre tamisée, là. C'est argileux. Ah, voilà, c'est limoneux argileux. Ah oui. Ah oui. Et ça, bah, avec ça, on fait des enduits. Après, il faut le travailler, l'amender éventuellement avec du sable, de la fibre, pour gérer les retraits. Mais, Vous l'avez ramassé ici? non, non, alors c'est les terres des fondations qui ont été entreposées là dans le terrain à côté et c'est ici qu'on travaille, qu'on prépare. Voilà. Et je me pose la question sur les terres de fondation, enfin je suis plus dans les détails, mais la première surface de la terre. Alors il y a ce qu'on appelle la terre végétale. Le premier horizon, c'est ça, on la garde, elle a été stockée on la réemploie pour faire des buts de culture. Et puis il y a en dessous la couche terre minérale où il n'y a pas d'humus. On sent, hein, ça sent l'humus quand la terre végétale. Mais ici, on est très vite dans la terre minérale. Le limoneux argileux, on a très peu de terre végétale. Il y avait un peu dans la zone de potager où il y avait eu 40-50 cm qu'on a gardé précieusement. Et après, ici, c'est que du limoneux argileux partout, quoi. Donc c'était bien notre idée. C'est une terre adaptée pour faire de la bauge, pour faire un certain nombre de choses. Donc on a ce savoir-faire dans l'association qu'on diffuse par le biais d'ateliers, tout ça, pour que les gens prennent ça en main. Et là, bon, on a travaillé les enduits, mais on va faire par exemple dans la maison commune des cloisons en torchis. On peut faire aussi des briques d'adobe pour faire les séparatifs. Voilà. Le bâtiment, on est au-delà de la réglementation thermique en performance, en isolement. Et donc la problématique, c'est on voulait un moyen de chauffage renouvelable, donc plutôt bois, et on s'est orienté vers des poêles à granules. On a sorti des entreprises, on les a nous-mêmes installés, on en a installé que 6 pour le moment, en se disant les logements qui sont enserrés dans d'autres, ils voulaient tester une saison pour voir si ça tenait en température, tout ça. Certains oui, d'autres ils étaient voilà. Donc pour le moment on en est là et on va certainement rééquiper 1 ou 2 logements en plus. Et le problème c'est de trouver des poêles qui chauffent pas trop parce que avec un poêle on chauffe. Et c'était le problème notamment au studio, on dit on va pas mettre un poêle dans le studio et il va étouffer là. Donc c'est un peu la difficulté, soit on est complètement passif, mais là quand on est un peu entre les deux, c'est trouver un moyen de chauffage renouvelable. Il faut des poêles de faible puissance, étanches, machin, enfin, c'est pas facile de trouver le produit adapté, quoi. Donc là il y a Jean-Claude et Nicole, ils ont un jardin hiver qui sert pour faire les semis, tout ça. Eux ont quitté une très grande maison, se retrouvent un logement beaucoup plus petit, mais bon, ils bricolent un jardin à côté, chacun s'approprie un peu son coin. Voilà. Qui jardiner. Donc là, ça c'est le tas de terre végétale, là, il reste un petit peu, et puis on a le tas de terre minérale. Alors on se réunit, il y a 2 réunions par mois à peu près. À une période, c'était vraiment très cadencé par les besoins de répondre aux architectes sur des sujets. Là, c'est une réunion, 2 réunions plénières par mois à peu près. Plus des commissions sur des sujets. Là, les espaces extérieurs, c'est un sujet qui en soi mérite un petit développement, et puis lancer les chantiers. Et la maison commune, qui est le chantier, le gros chantier qu'on a. Bon, c'est prêt à ça facilement. Il faut venir dans ces projets si on a envie d'être dans du collectif aussi. Sinon, si c'est pour rester dans sa bulle, non. Voilà. Il peut y avoir saturation, mais on peut prendre du recul et on n'est pas tous au taquet en permanence, quoi. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut être retraité, disponible H24 pour être dans des projets comme ça? Non, on veut aussi que des gens actifs et des jeunes soient aussi. Il faut trouver un équilibre. À un moment donné, après, si on dit on va faire des économies parce qu'on fait, il faut s'organiser pour faire ensemble. Donc ça demande du temps. Mais comme on dit, à plusieurs, on va plus loin, quoi. C'est aussi, on a un effet de levier.
atelier, c'était pas vraiment habité. La grand-mère qui vivait là, elle s'était repliée sur 2-3 pièces au bout de la maison là. On a dû tout tomber en fait par rapport à l'évaluation initiale des travaux sur la maison existante. Donc on a 260 mètres carrés en commun. Il y a un atelier bricolage à côté. Ici c'est une salle d'activité plutôt art plastique. Il y a une presse à gravure. Donc il y a des artistes dans le groupe. Là il va y avoir un lieu pour pratiquer les arts. Vous voyez. Et par exemple ça c'est un exemple. On disait là, des réunions, tout ça. Ça, c'est comment on gère le chantier de la maison commune. Il y a un peu des commissions espace extérieur et une commission maison commune. Là, on a lancé, on est sur la salle de convivialité, on est en train de la finir. Donc, il y a une cuisine, et donc on est sur les enduits, terre, donc on s'inscrit. C'est Mijo qui a lancé le truc. Et voilà, donc on s'organise pour voilà, un temps fort là, sur quelques jours pour faire les choses. En auto-finition, on a fait nos peintures, parce que ça, on n'arrivait pas avec les circuits habituels des entreprises à avoir des peintures saines. Il y a A+, machin, mais ça, c'est bidon. Hein. Quand on regarde les fiches des matériaux, c'est plein de bourré de pétrochimie, tout ça. Donc, on voulait des peintures naturelles. Donc ça, on a dû prendre en main avec Colorart, je fais leur pub. Hein. C'est un magasin qui est près du parc de Frossé à Nantes. Il y a une partie qui a été faite, il y a 2 logements qui ont été faits par cette entreprise, et on a fait le reste nous-mêmes, y compris les enduits terre, là, comme j'ai évoqué. Donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant à la maison. On va toutes les finitions, c'est nous qui allons les faire. Ça, c'est le début d'une cloison en torchis. Ça va être une armature pour faire Là, on va expérimenter la technique du torchis sur cette cloison. Et en gros, vous verrez les enduits, là, on va les voir. Donc ça, c'est salle d'activité. À côté, il y a une salle musique, yoga, etc. Et au-dessus, donc ça, c'est l'atelier là-bas. Puis après, ça, c'est la salle de convivialité qui se prolonge par une terrasse qui donne sur la place du village. Là. Avec les questions, est-ce qu'on la met au rez-de-chaussée? Donc on avait des beaux volumes, tandis qu'en bas, c'est un peu bas de plafond. Donc on a préféré monter à l'étage. Et de fait, comme on a la question de l'accessibilité, on va installer un monde de personnes. Là. Il y a une partie chambre d'amis, il y a un dortoir et une chambre d'amis, puis un espace enfant. Il y aura une salle de bain, et tout ça accessible PMR, par le monde personne. Donc on a prévu là. Donc on a dû quand même tout tomber, là, les planchers, la dalle en bas. Donc il restait que les murs, quoi, quasiment. La charpente a été refaite. On a refait les percements, donc voilà. Ouais, on est généreux, c'est-à-dire que ce genre de projet, c'est autour de 10% de surface commune. Ici, on est à plus de 20%. Avec du fait de... C'est le plus, disons, qu'il y avait cette bâtisse. On a hésité à un moment donné, vraiment, j'ai réalisé les premières études, on pensait faire une partie logement, dédiée la moitié en logement pour mon montage, et puis on a dit, on y va. Bon, là, on rame un peu, là. Parce qu'on est là, maintenant, là, il faut trouver un bon souffle pour faire le chantier. Parce que vous demandiez, bah oui, c'est un investissement en temps. Il y a des réunions, il y a deux sessions de réunions par mois, en gros, hein, c'est à peu près ça le rythme. Enfin, par contre, on fait tout en auto. Bon, on a un comptable, mais on a un collège de gestion, donc on gère les factures, le suivi de chantier. On n'a pas de délégué à la maîtrise d'ouvrage, comme on dit, où on a tout assumé. Donc et la contrepartie de ça, c'est on peut parler des coûts, peut-être, pour avoir des repères. C'est-à-dire qu'ici, le coût total d'opération, c'est 2 550 000 à peu près, comprenant le foncier, les études, tout. TTC, oui. Pour 893 mètres carrés de surface habitable, mais avec beaucoup de surface annexe, de terrasses, de jardins d'hiver et tout ça, plus 260 mètres carrés ici. Voilà. Donc si on fait un global, on est en coût à autour de 2 000 € du mètre carré. Voilà. Ouais. Et en taxe chable, on est à 1008 à peu près. Ouais. Et si ça, c'est pour le coût de construction. Coût de construction, surface habitable, on est à 800 €. Ce qui est hyper raisonnable compte tenu des ambitions. Enfin, en tout cas, les prestations, on n'a pas regardé l'intérieur des appartements, mais il y a de la tomate à certains endroits, on a un niveau de prestation au-dessus de ce que sortirait un bailleur social classique. Donc on tire les fruits de cet investissement, mais bon, ça peut être lourd, il faut être disponible. Donc ça pose question, est-ce que des familles qui ont peu de disponibilité, des couples plus jeunes, plus actifs, est-ce qu'ils peuvent venir dans ces projets-là? Il faut trouver l'équilibre dans le groupe pour
accepter que tout le monde n'a pas forcément le même investissement au même moment. C'est un des problématiques qui revient souvent dans les projets, c'est comment on équilibre ces investissements. Ça, il faut accepter que les choses se fassent aussi de manière pas hyper, comment dire, tout le monde doit en même temps, le même heure, etc. Sinon, ça marche pas, quoi. Non, mais on a des personnes qui sont pas valides ici, donc si on est dans ce raisonnement-là, je sais pas, Monique qui a fait la tambouille, et puis voilà, et puis bon, elle est un peu moins, c'est pas, ils ont amené autre chose. Voilà. Il faut que l'attelage fonctionne. Parce qu'il y a des groupes qui ont un peu éclaté sur ces questions-là de temps, d'équilibre de temps. Et, enfin, moi, j'ai observé ça. Les retours qu'on a, justement, on a un peu de recul par rapport à ça. Faut prendre un peu de distance par rapport à cette idée aussi, comme si on monétisait aussi cet investissement. C'est pas aussi simple que ça, quoi. On avait commencé à réfléchir ça, puis on a tellement de chantiers. Mais l'idée, c'était ce qui est difficile, c'est d'être en synchrone pour travailler ensemble, des fois, de redonner au collectif sur des temps contraints. Pour certains, c'est compliqué. Donc, il faut accepter que les choses se rééquilibrent peut-être de manière interpersonnelle. Mais je vais filer un coup de main à un machin pour garder ses enfants et parce que toi, tu as été plus pris sur le projet. Enfin, voilà. Donc, faut trouver d'autres modes de rééquilibrage, voire même vis-à-vis de l'extérieur. On avait un système un peu comme de monnaie locale. On avait réfléchi à un système comme ça, mais non, parce que dans les projets de la loi Allure qui ont donné un cadre juridique à ces démarches d'habitat participatif, il était question à un moment donné de faire ce qu'on appelle l'apport en industrie dans les projets de coopérative ou d'habitat, c'est-à-dire en gros de monétiser un travail, un apport en travail. Voilà. Historiquement, ça a du sens. Les castors, j'en ai parlé là, ça s'est fait parce qu'il y a l'abbé, je sais plus qui, là, de Pessac, et puis les castors qui ont été prendre le ministre de la Reconstruction en disant il faut que tu valorises nos apports de travail dans le défrichage, le terrassement, tout ça, parce que c'était la condition pour avoir les prêts aidés de la reconstruction. Et c'est ce qui a permis les castors. Ils n'ont pas tout construit. On croit que les castors construisaient. Non, c'était construit en entreprise. Mais une partie était déjà beaucoup, ce qu'on a fait ici, élaguer, préparer le terrain. Et ça permettait d'enclencher les prêts parce que c'était valorisé comme apport. Et il devait y avoir dans la loi Allure un volet sur l'apport au travail pour intégrer des personnes ça aurait été leur seul apport financier. Et puis ça aboutit pas parce qu'il y a la peur du travail au noir, de machin, de trucs. On n'arrive pas à avancer là-dessus. Donc c'est compliqué. Certains groupes se posent toujours cette question. Oui, moi j'ai beaucoup de temps, je peux amener de la compétence au projet, machin, mais on n'arrive pas à l'intégrer dans le montage économique, quoi. Donc il faut accepter que, bah oui, ça s'équilibre, on y retrouve notre intérêt collectif commun. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. On va conclure. Merci beaucoup Bruno Suner et Hervé Potin pour cette visite passionnante. N'hésitez pas à aller sur le blog du Précommun, c'est leprécommun.fr, et puis vous y retrouverez plein d'infos intéressantes, notamment tous les statuts qu'on peut télécharger. Donc c'est vraiment très complet. Et également sur le site hen44.org. N'hésitez pas à consulter les petites vidéos qu'on va faire sur toute cette petite visite. Merci, à bientôt.